ne cachent pas des reliques, ils cachent quelqu'un. Et sur le mont Athos, cette phrase ne ressemble pas à une métaphore. À l'aube, quand le bateau glisse sur la mer grise depuis la côte grecque, la montagne apparaît comme une paroi dressée entre le monde ordinaire et autre chose. Pas un paysage, une frontière. D'un côté, les hôtels, les routes, le bruit des moteurs, les notifications, le temps qui fuit. De l'autre, une péninsule où des hommes vivent sous des règles plus anciennes que la plupart des États modernes, où l'on entre avec autorisation, où l'on baisse naturellement la voix sans qu'on vous le demande, où chaque sentier semble mener non pas quelque part, mais plus profondément dans une volonté de silence. C'est cela qui trouble dès le premier regard. Athos n'a pas l'air de se protéger seulement du monde. Athos a l'air de protéger quelque chose à l'intérieur de lui-même. Officiellement, tout est simple. Le mont Athos est une république monastique orthodoxe, un territoire autonome sous souveraineté grecque, peuplé de 20 monastères principaux, de skythes, de cellules, d'ermitages. Depuis plus de 1000 ans, des moines y prient, copient des manuscrits, restaurent des icônes, cultivent des jardins, entretiennent des bibliothèques. C'est l'explication correcte. C'est même l'explication historique. Mais elle ne répond qu'à une seule question. Qu'est-ce que les moines font là? Elle ne répond pas à l'autre. Pourquoi là, précisément, et avec un tel niveau d'isolement, de contrôle, de distance, de secret? Car Athos n'est pas un monastère posé sur une colline. C'est un système de retrait. Une géographie conçue par Dieu, diront les croyants, ou par le hasard, diront les sceptiques, pour faire disparaître les hommes. Falaises abruptes, ravins, forêts épaisses, pistes qui s'effacent, cellules accrochées aux parois, grottes battues par le vent, et plus haut, toujours plus haut, la pierre nue et le brouillard. Il existe sur cette montagne des endroits où l'on n'arrive pas à pied comme on va chez quelqu'un. On y grimpe, on y est tissé, on y est conduit, ou on n'y va pas. Et c'est ici que l'histoire devient intéressante, parce qu'un lieu pareil ne sert pas seulement à la prière, il sert aussi à soustraire, à retirer un nom de la circulation, à effacer un visage sans le tuer, à garder un homme vivant hors de portée du siècle. Dans le monde byzantin, prendre l'habit monastique n'était pas toujours un simple élan mystique. C'était parfois une solution politique. Un prince vaincu, un noble gênant, un héritier dangereux, un conseiller compromis pouvaient disparaître derrière un nouveau nom, une robe noire et un vœu de silence. On ne les exécutait pas, on les retirait du jeu, on les remettait à Dieu, disait-on. Et cette formule avait un avantage immense. Elle calmait les consciences tout en neutralisant les ambitions. Athos, dans ce contexte, était l'endroit parfait. À partir du Xe siècle, surtout après la fondation de la Grande Laure par Athanase l'Atonite sous protection impériale, la péninsule devient un monde à part. Ce détail est capital. Athos ne naît pas dans la marginalité. Athos naît avec un soutien impérial, donc avec de l'argent, des privilèges, des chartes, une structure, des protections juridiques. Ce n'est pas une poignée d'ermites égarés dans la montagne. C'est une forteresse spirituelle, reconnue, organisée et presque immédiatement entourée d'un prestige qui la met à l'abri des regards ordinaires. Or, quand un lieu acquiert très tôt le droit de ne pas être traité comme les autres, il devient utile pour des raisons qui dépassent la religion. Ce qui fascine dans les chroniques byzantines et dans les traditions atonites, c'est que la montagne attire très vite deux types d'hommes. Les saints, bien sûr, mais aussi les effacés. Ceux qui veulent disparaître. Ceux qu'on aide à disparaître. Ceux qu'il vaut mieux ne plus voir dans les villes, à la cour, dans les garnisons, dans les débats théologiques, dans les querelles de succession. Et si vous pensez que j'exagère,
Posez-vous une question simple. Où cacher un homme important dans un empire où tout se sait, où les porcs parlent, où les messagers vendent les secrets, où les palais sont des ruches de rumeurs? Vous pouvez le mettre en prison, mais la prison attire les regards. Vous pouvez l'exiler, mais l'exil laisse des traces. Vous pouvez le faire tuer, mais le sang crée des martyrs. Ou vous pouvez le faire entrer dans un lieu sacré, inaccessible, austère, entouré d'hommes qui considèrent l'obéissance comme une vertu et le silence comme une discipline. Là, vous n'avez plus un prisonnier. Vous avez un absent. Et un absent est beaucoup plus difficile à retrouver qu'un captif. Le plus étrange, c'est que les récits autour d'Athos ne parlent pas seulement de manuscrits, d'icônes et de reliques. Ils parlent aussi, toujours à demi-mot, d'hommes que l'on ne voit pas. Pas des ermites ordinaires, pas des vieillards qui vivent dans une grotte et descendent une fois par mois chercher du pain. Non. Des hommes dont l'existence même n'est jamais formulée clairement, comme s'il existait, derrière la hiérarchie visible des monastères, une autre catégorie d'êtres humains, ceux qu'on nourrit sans les montrer, ceux qu'on protège sans les nommer, ceux qu'on sert sans les présenter. Dans beaucoup de lieux, ce serait de la pure légende. Sur Athos, cela devient plausible simplement à cause du décor. Regardez Caroulia, par exemple. Des cabanes suspendues au vide, des échelles, des cordes, des corniches où vivent encore, où ont vécu jusqu'à récemment, des ascètes qu'aucun confort moderne n'aurait pu convaincre de revenir vers le monde. Quand vous voyez cela, vous comprenez immédiatement une chose. Si les moines voulaient garder quelqu'un hors d'atteinte, ils n'auraient même pas besoin de construire une prison. La montagne s'en chargerait pour eux. Mais alors, qui? C'est la question qui fait trembler toute cette histoire, parce qu'elle ouvre plusieurs portes à la fois. La première mène à la politique. Selon une vieille ligne de soupçon qui traverse les récits grecs, slaves et byzantins, Athos aurait parfois reçu des hommes trop dangereux pour être laissés libres, mais trop précieux pour être exécutés. Un prétendant, un fils illégitime, un héritier écarté, quelqu'un qui portait dans son sang une légitimité insupportable. Ce scénario a quelque chose de terriblement logique. Les empires n'aiment pas seulement tuer leurs problèmes, ils aiment les sanctifier. Transformer un rival en moine, c'est le faire sortir de l'histoire, tout en donnant à sa disparition un parfum de piété. La deuxième porte mène à la théologie. Et là, l'air devient plus froid. Le christianisme oriental n'a pas vécu une histoire paisible. Il y eut les querelles christologiques, les condamnations, les conciles, les schismes, les textes déclarés dangereux, les courants mystiques regardés avec méfiance, les maîtres accusés d'aller trop loin. Dans ce contexte, Athos est devenu quelque chose de plus qu'un refuge monastique. C'est un coffre de mémoire. Des manuscrits y sont arrivés au fil des siècles, fuyant les pillages, les incendies, les guerres, les purges, les déchirements du monde byzantin, puis ottoman. Et ce détail est essentiel. Quand des manuscrits fuient, ils ne fuient pas seuls. Derrière chaque texte se tient quelqu'un qui le comprend, quelqu'un qui le protège, quelqu'un qui sait pourquoi il ne faut pas le laisser tomber entre certaines mains. Autrement dit, si des documents trop sensibles ont été apportés sur Athos, il est parfaitement possible qu'on y ait apporté aussi l'homme qui savait les lire. Et soudain, le mystère change de forme. Ce n'est plus seulement la montagne d'un prisonnier politique. C'est peut-être la montagne d'un témoin. Un témoin de quoi? D'une version différente de l'histoire chrétienne? D'un enseignement jugé trop dangereux? D'une lignée de transmission qu'aucune institution n'a voulu voir survivre à découvert? On ne sait pas. Mais c'est précisément ce que les rumeurs athonites
suggère depuis des siècles. Il existerait dans la montagne des personnes qu'on ne protège pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles savent. Et c'est là qu'intervient un troisième niveau, le plus troublant de tous. Sur Athos, le silence n'est pas un simple manque de parole. C'est une technique, une ascèse, une architecture intérieure. Dans la tradition hésychaste, qui a profondément marqué la Sainte Montagne, l'homme se retire du bruit du monde pour descendre plus bas que sa pensée, plus bas que son agitation, plus bas que son propre visage social. Les grands moines d'Athos ne cherchaient pas seulement à être bons, ils cherchaient à devenir transparents, à faire taire en eux ce qui ment, ce qui réclame, ce qui met en scène. Pour beaucoup d'entre eux, l'être humain ne voit rien tant qu'il parle trop. Gardez cela en tête, parce que cela éclaire tout. Dans un monde pareil, retenir quelqu'un ne signifie pas forcément l'enfermer avec des chaînes. Il suffit parfois de lui donner un autre horizon, une autre règle, un autre nom, une autre raison de ne jamais redescendre. Le plus solide des cachots n'est pas toujours de pierre. Parfois, c'est un vœu. Alors peut-être que les moines d'Athos n'ont jamais gardé un captif au sens brutal du terme. Peut-être qu'ils ont gardé un homme qui avait accepté de ne plus appartenir au monde. Et ce simple détail change tout. Car un prisonnier veut partir. Un gardien doit le surveiller. Mais un homme qui se considère comme le gardien de son propre effacement n'a pas besoin de barreaux. Il n'a besoin que de frères capables de protéger son invisibilité. Cela paraît abstrait? Regardez l'histoire byzantine de plus près. Les frontières entre le spirituel, le politique et le secret y sont bien plus poreuses qu'on l'imagine. Un moine peut être un ancien général. Un ermite peut avoir été diplomate. Un copiste peut être le dernier dépositaire d'une tradition. Une grotte peut servir de cellule de prière pendant un siècle, puis devenir l'abri le plus sûr pour un homme dont le nom ne doit plus circuler. Et Athos, précisément parce qu'il possède une couche sacrée, permet cette fusion des fonctions. On y prie réellement, on y conserve réellement, on y cache aussi, quand il le faut. Les visiteurs comprennent cela sans toujours l'admettre. Beaucoup arrivent sur la Sainte Montagne en cherchant l'orthodoxie la plus pure, le monachisme le plus rude, le paysage le plus intact. Puis quelque chose les dérange. Pas un événement spectaculaire, pas une porte dérobée qui s'ouvre sous leurs yeux. Quelque chose de plus subtil. Certaines questions ne reçoivent pas de réponse. Certains chemins sont découragés avec trop de douceur pour que ce soit anodin. Certains visages se ferment non par hostilité, mais comme si l'on venait d'approcher une zone que même la curiosité pieuse n'a pas le droit de toucher. Vous pouvez demander où se trouve telle cellule abandonnée. On vous répondra que le sentier est mauvais. Vous pouvez demander qui vit plus haut, dans les rochers. On vous dira qu'il y a là des ascètes qu'il ne faut pas troubler. Vous pouvez demander si toutes les bibliothèques sont cataloguées. On vous regardera d'une façon étrange, un peu lasse, un peu amusée, comme si la question venait de quelqu'un qui ignore encore à quel point le catalogue n'est pas le monde. Et c'est exactement là que la montagne prend l'avantage sur vous. Parce qu'elle n'a pas besoin de vous convaincre. Elle a seulement besoin de durer plus longtemps que votre doute. Il existe une vieille intuition dans les Balkans, et plus largement dans le christianisme oriental, selon laquelle certaines montagnes ne sont pas des décors, mais des filtres. Elles laissent entrer certains hommes et en rejettent d'autres. Elles protègent quelque chose non par des murs, mais par la difficulté même d'y vivre. Athos est peut-être l'exemple parfait de cette logique. La montagne trie. Elle fatigue les corps, elle ralentit les langues, elle épuise les volontés superficielles. Ce qui arrive jusqu'aux hauteurs n'arrive jamais par hasard. Vous commencez alors à comprendre pourquoi Athos
a pu garder autant de choses quand tant d'autres lieux ont tout perdu. Les icônes, oui. Les manuscrits, oui. Les traditions liturgiques, bien sûr. Mais aussi les continuités invisibles, les transmissions par peu de mots, les noms qu'on ne couche pas sur le papier, les présences dont on ne parle qu'à demi-voix, en prenant soin de ne jamais fixer la légende dans une forme trop précise. Car dès qu'un secret devient trop clair, il devient saisissable. Et dès qu'il devient saisissable, il peut être détruit. Voilà pourquoi les histoires d'Athos sont presque toujours brumeuses. Un homme arrivé de nuit, un autre qui ne descend jamais, un troisième qu'on ne nomme pas, mais à qui l'on porte régulièrement de quoi survivre. Ici, il faut apprendre à écouter non ce qui est affirmé, mais ce qui revient. Et ce qui revient, à travers les époques, c'est l'idée d'une présence tenue à l'écart. Quelqu'un qu'on ne montre pas, quelqu'un dont l'existence n'a pas besoin d'être prouvée aux visiteurs, quelqu'un qui compte plus que la curiosité de ceux qui passent. Certains disent qu'il s'agissait d'un homme royal, retiré du jeu impérial. D'autres parlent d'un moine venu d'Orient avec des livres qu'aucun scribe ordinaire ne devait toucher. D'autres encore, et c'est là que l'histoire bascule dans quelque chose de plus vaste, murmurent que ce « quelqu'un » n'est peut-être pas un individu au sens simple. Peut-être est-ce une charge, une fonction, un rôle transmis d'un vivant à l'autre. Le dehors croit qu'un seul être est gardé depuis 1000 ans. En réalité, Athos garderait la même veille sous des visages différents. Et là, tout devient plus sombre. Car s'il ne s'agit pas d'un prisonnier, mais d'une succession secrète, alors les moines ne protègent pas seulement un homme. Ils protègent une continuité, une ligne ininterrompue, une mémoire incarnée. Quelque chose qu'aucun incendie de bibliothèque, aucune chute d'empire, aucun changement de dynastie ne doit interrompre. Vous sentez le vertige? Moi aussi. Parce qu'à ce stade, la question n'est plus seulement « qui est retenu dans la montagne ?» La vraie question devient « qu'est-ce qui mérite, pendant 1000 ans, d'être confié non à un coffre, non à un manuscrit, mais à un être humain vivant ?» De l'or, on le cache dans la pierre. Des reliques, on les scelle dans l'argent. Mais un savoir, un nom, une vérité, un témoignage que l'on juge trop dangereux ou trop sacré pour être abandonné au papier, cela, on le met dans un homme. Et si Athos fait réellement cela depuis des siècles, alors la Sainte Montagne n'est pas seulement un sanctuaire, c'est une chambre de conservation humaine. Le plus dérangeant, c'est que cette hypothèse explique d'un seul coup plusieurs choses que l'on traite d'ordinaire séparément. Le goût d'Athos pour l'isolement, la dureté de ses règles, la profondeur de ses traditions manuscrites, le caractère presque organique de sa mémoire, et surtout cette impression persistante, chez tant de pèlerins, que la montagne ne dit jamais tout ce qu'elle sait. Un monastère ordinaire vous montre ses trésors. Athos, lui, vous montre juste assez pour que vous compreniez qu'il en existe d'autres. Et je ne parle pas encore des bibliothèques. Je ne parle pas encore des cellules fermées, des grottes oubliées, des chemins qui ne figurent sur aucune carte utile, ni de ces récits où certains moines, à la fin de leur vie, laissent entendre que la montagne n'abrite pas seulement des hommes en prière, mais aussi une responsabilité que le reste du monde n'est pas prêt à porter. Non, nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, retenez seulement ceci. Le mont Athos possède toutes les qualités nécessaires pour faire disparaître un homme sans le faire mourir, pour garder une présence hors de l'histoire, pour transmettre un secret non par des documents, mais par des vies. Et plus on examine ses coutumes, son relief, son histoire, son langage du silence, moins cette idée semble délirante. Elle semble, au contraire, presque naturelle, comme si la montagne avait été faite pour cela depuis le début.
Et quand on commence à fouiller du côté des archives, des anciennes chartes, des traditions des pèlerins russes, serbes, grecs, et des récits chuchotés dans certains monastères où l'on sait très bien ce qu'on ne doit pas dire devant un étranger. Alors, le mystère prend une forme plus précise, parce qu'il existe une raison pour laquelle certains noms ont disparu, et il existe une raison encore plus inquiétante pour laquelle, sur Athos, certains n'ont peut-être jamais disparu du tout. Le détail qui change tout, c'est que sur Athos, les archives ne se comportent pas comme ailleurs. Dans un royaume, dans une ville, dans une administration, un document sert à prouver. Il fixe une date, un droit, une propriété, un nom. Sur la Sainte Montagne, les chartes impériales, les typicas, les actes de donation, les correspondances et les inventaires jouent bien sûr ce rôle, mais ils en jouent un autre, plus silencieux. Ils dessinent aussi les vides. Et parfois, ces vides sont plus éloquents que les lignes écrites. On sait quels empereurs ont protégé certains monastères. On sait quelles dynasties serbes, byzantines, puis les princes des pays roumains ont financé des restaurations, offert des terres, sauvé des communautés de la ruine. On connaît les périodes de déclin, les pillages, les incendies, les renaissances. On peut suivre, siècle après siècle, la respiration de cette république monastique comme on suit le pouls d'un organisme ancien. Mais au milieu de cette continuité surgissent parfois des absences trop propres, des mentions d'un frère sans origine claire, d'un bien affecté à un usage qui n'est jamais détaillé, d'une cellule entretenue alors qu'elle semble abandonnée, d'un droit de passage rarement accordé, d'un espace retiré qu'aucun visiteur n'est censé troubler. Évidemment, on pourrait répondre que c'est normal. Dans les milieux monastiques, tout n'a pas vocation à être publié. Une partie de la vie se déroule hors de l'écriture. Les grands ascètes fuyaient souvent la renommée. Certains préféraient qu'aucun nom ne survive à leur mort. C'est vrai. Et pourtant, le problème n'est pas seulement ce qui manque, c'est la manière dont cela manque, comme si certains silences avaient été organisés. Prenons une image simple. Imaginez une immense maison tenue depuis 1000 ans par la même famille. Les pièces visibles sont nettoyées, les couloirs sont connus, les clés circulent avec prudence. Et puis, il y a cette porte, toujours fermée, que personne ne désigne jamais comme interdite. On dit simplement « Il n'y a rien pour vous là-bas ». Avec le temps, les serviteurs changent, les meubles changent, les maîtres changent, le monde extérieur brûle et se reconstruit, mais cette porte, elle, reste dans le même état. C'est précisément cela qui intrigue sur Athos. Pas un grand secret criant, une petite permanence froide. Les pèlerins russes du XIXe siècle, les voyageurs grecs, les visiteurs des monastères serbes, tous rapportent plus ou moins la même sensation. Officiellement, on leur montre ce qu'il est convenable de montrer. L'église, le réfectoire, parfois la bibliothèque, parfois un morceau de relique, parfois un manuscrit splendide, parfois une icône noircie par les siècles. Et pourtant, au-delà de cette hospitalité réelle, il y a comme une seconde couche de réalité. Non pas hostile, simplement close. Les moines n'ont pas besoin de mentir. Ils laissent seulement entendre qu'il existe des choses qu'un visiteur ne comprendrait pas ou qu'il comprendrait mal. C'est une différence décisive. Mentir, c'est inventer. Garder le silence, c'est protéger. Et plus on avance dans l'histoire d'Athos, plus cette idée devient plausible. Certaines présences n'étaient pas destinées à être révélées, non parce qu'elles étaient honteuses, mais parce qu'elles relevaient d'une responsabilité plus haute que le besoin de transparence. Cela choque l'esprit moderne. Nous avons été élevés dans l'idée que tout secret cache une faute, une manipulation ou un abus. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours faux.
Mais la logique ancienne n'était pas celle-là. Dans le monde byzantin, et plus largement dans l'univers monastique oriental, certaines choses devaient rester voilées, non pour tromper le peuple, mais pour empêcher le monde d'abîmer ce qu'il ne savait pas porter. Un manuscrit rare, on le protège de l'humidité et du feu. Un homme porteur d'un savoir, on le protège des regards, des ambitions, des pouvoirs, des demandes, de la politique, parfois même de sa propre importance. Et voilà pourquoi l'idée d'un être retenu sur Athos depuis des siècles cesse peu à peu de ressembler à une fable. Elle ressemble à une méthode. La montagne connaît une chose que nos sociétés ont presque oubliée. Pour sauver quelque chose, il faut parfois le soustraire à la circulation. Cela vaut pour les livres, cela vaut pour les objets, cela vaut aussi pour les hommes. Ce n'est pas un hasard si l'un des grands mots de la tradition attonite est celui de la garde. Garder son cœur, garder sa langue, garder sa cellule, garder la mémoire des anciens. Sur Athos, tout ce qui compte se garde. Même la lumière d'une lampe est gardée du vent. Même le silence d'une chapelle est gardé du bruit des pas. Alors pourquoi la présence d'un homme exceptionnel ou d'une lignée humaine exceptionnelle ferait-elle exception? À ce stade, une objection se présente naturellement. Très bien, dira-t-on. Admettons qu'Athos puisse cacher quelqu'un. Mais pendant 1000 ans, comment une telle chose pourrait-elle durer? Les empires tombent, les archives brûlent, les langues changent, les frères meurent. Comment un secret humain traverserait-il tout cela? Justement, en cessant d'être individuel. C'est probablement ici que se trouve le cœur du mystère. Peut-être que la question a été mal posée depuis le début. Peut-être que les moines ne retiennent pas le même homme depuis 1000 ans. Peut-être qu'ils retiennent la même charge, la même fonction sacrée, le même dépôt vivant, transmis de visage en visage comme une flamme qu'on passe sans jamais l'exposer au vent. Et soudain, beaucoup de récits anciens deviennent plus lisibles. Car dans les traditions périphériques d'Athos, dans les anecdotes de portiers, dans les récits des ouvriers venus restaurer des murs, dans les murmures des bateliers qui longent certaines falaises, il n'est pas toujours question d'un seul personnage immobile, presque mythique. Il est question d'un ancien, d'un gardé, d'un homme d'en haut, parfois d'un frère que peu voient. Les formulations changent. La structure, elle, reste la même. Quelqu'un est là, peu accessible, peu visible, nourri, protégé, laissé à part. Il y a quelque chose de presque liturgique dans cette répétition, comme si le monde extérieur, en essayant de raconter ce qu'il ne comprend pas, n'arrivait jamais à saisir la mécanique entière et ne captait que la silhouette générale. Mais quel type de personne aurait pu justifier une telle garde? Ici commencent les hypothèses les plus dérangeantes. La première est la plus historique, donc celle que les esprits prudents accepteront le plus volontiers. Un dépositaire de documents. Un homme initié à une tradition de lecture réservée, héritier d'une chaîne d'interprétation. Cela peut sembler abstrait, mais dans un monde religieux, cette fonction est immense. Un texte n'est pas seulement des mots. Un texte vit de la manière dont on l'entend. Or, si certains écrits sont ambigus, explosifs, capables de produire des schismes ou de réveiller des hérésies anciennes, alors ce qui devient précieux n'est plus seulement le parchemin. C'est l'intelligence humaine capable d'en préserver le sens exact. Dans ce cas, le rôle du gardé serait celui d'un verrou vivant. Lui seul, ou quelques-uns comme lui, sauraient ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut taire, ce qu'il faut attendre. La deuxième hypothèse est politique, mais sur le long terme. Non pas un héritier écarté une fois pour toutes, mais une lignée de survivants. Des hommes portant un nom qu'il ne fallait jamais réintroduire dans l'histoire ouverte, parce qu'il aurait rallumé des prétentions, des guerres, des nostalgies impériales. C'est une hypothèse vertigineuse,
presque romanesque, et pourtant, elle n'est pas absurde. Le Moyen Âge byzantin et post-byzantin a vu se multiplier les faux héritiers, les descendants supposés, les prétendants imaginaires. Dans un tel univers, préserver un vrai détenteur de mémoire dynastique hors du regard du monde pouvait sembler plus raisonnable que de le livrer aux convoitises. La troisième hypothèse, elle, fait reculer même certains moines lorsqu'on la formule trop directement, parce qu'elle touche non plus à l'histoire visible, mais à la limite entre l'ascèse et l'inacceptable. Et si celui qu'on garde n'était pas seulement un détenteur de savoir, mais un homme devenu dangereux à regarder? Je ne parle pas d'un monstre de conte, je parle de quelque chose de bien plus dérangeant. Un ascète poussé si loin dans certaines pratiques, dans l'isolement, dans la privation, dans la prière continue, qu'il ne serait plus tout à fait supportable à l'échelle humaine ordinaire. Dans la littérature spirituelle orientale, il existe une vieille idée, rarement comprise correctement. Certains saints ne sont pas faits pour être vus par tous, non parce qu'ils brillent d'une lumière de cinéma, mais parce que leur manière d'exister déstabilise ceux qui vivent encore dans le monde. Leur silence accuse, leur présence brûle, leur regard traverse. À côté d'eux, l'homme ordinaire se sent soit ridicule, soit mis à nu. Cela peut sembler mystique au point d'être vague. Pourtant, tous ceux qui ont fréquenté les milieux d'ascèse réels disons la même chose avec d'autres mots. Certains êtres deviennent si concentrés, si dépouillés, si retirés de la logique sociale, qu'ils cessent d'être fréquentables au sens banal. On ne bavarde pas avec eux. On ne prend pas une photo souvenir. On n'échange pas des opinions. On se tait ou on fuit. Imaginez alors un tel homme, sur Athos, protégé durant des décennies, puis remplacé à sa mort par un autre dépositaire du même rôle, choisi, préparé, séparé du monde. Vous obtenez non un prisonnier, mais une institution invisible, une vigie humaine, un point fixe. Et si cela vous semble encore trop beau, trop sombre ou trop étrange, il faut regarder la géographie. Le mont Athos n'est pas seulement un ensemble de monastères majestueux accrochés au bord de la mer. C'est aussi un réseau de replis. Il y a les sentiers officiels, les chemins de pèlerins, les quais, les escaliers usés, les cours intérieures, les tours, les cloîtres. Mais il y a aussi les cavités, les corniches, les bergeries abandonnées, les ruines d'anciens ermitages, les terrasses de pierre, les conduits d'eau oubliés, les cellules où l'on ne vit plus officiellement depuis longtemps. Un lieu pareil absorbe facilement les existences marginales. Il ne les met même pas en scène. Il les avale. Et parfois, des choses filtrent. Un mulet chargé de vivre pour un endroit où, en théorie, personne ne réside. Une lampe qu'on voit briller certaines nuits à une hauteur improbable. Le refus très net de laisser un visiteur emprunter un ancien sentier. Un novice envoyé faire une course précise, toujours seul, toujours en silence. Un nom inscrit dans un registre, puis jamais repris. À chaque fois, pris séparément, ce ne sont que des détails. Ensemble, ils composent un climat. Et sur les grands mystères, le climat vaut souvent mieux que la preuve brute. Parce qu'un secret ancien ne survit pas en laissant des pièces parfaitement rangées. Il survit en produisant des traces irrégulières, des incohérences minimes, des gestes hérités dont plus personne n'explique l'origine à voix haute. Il faut aussi comprendre une autre chose, souvent ignorée lorsqu'on parle d'Athos avec des yeux modernes. Le monastère n'est pas seulement un lieu de fuite hors du monde, c'est aussi un outil de transformation des identités. Quand un homme y entre profondément, surtout dans les formes les plus radicales de la vie monastique, il ne change pas seulement d'emploi ou de décor. Il change de nom, de rythme, de langage, de nourriture, d'horizon, parfois même de visage. Les rides se déplacent,
la voix se raréfie, le corps apprend à habiter autrement le temps. Au bout d'années de cette vie, l'ancien individu devient difficile à reconstituer. Autrement dit, cacher un homme sur Athos ne demande pas de l'effacer matériellement. Il suffit de le laisser devenir autre. Cette idée est essentielle parce qu'elle rejoint la grande obsession de la montagne. Faire mourir l'ancien homme pour laisser paraître autre chose. Sur le plan spirituel, c'est une mort symbolique. Sur le plan historique, cela peut devenir un mécanisme parfait de disparition. Qui viendra reconnaître, 30 ans plus tard, dans un vieil ascète à la barbe blanche, un ancien lettré, un exilé de haut rang, un porteur de secrets, un témoin gênant? Personne. Ou presque personne. Et ceux qui savent n'ont aucun intérêt à parler. C'est peut-être pour cela que les récits les plus troublants d'Athos ne parlent jamais d'évasion, de surveillance ou de châtiment. Ils parlent de fidélité. Celui qu'on garde semble souvent consentir. Mieux, il semble comprendre que sa place est là, et nulle part ailleurs. C'est ce consentement qui rend l'histoire presque impossible à déchiffrer depuis l'extérieur. Car nous cherchons un crime visible, une geôle, une violence. Eux parlent peut-être d'un service, d'une garde mutuelle. Les moines gardent l'homme. L'homme garde ce qui lui a été confié. Et tous ensemble gardent le silence autour de cette alliance. Les légendes locales ont, comme toujours, exagéré, déformé, ajouté du théâtre. Dans certaines versions, le gardé ne vieillit presque pas. Dans d'autres, il ne parle qu'une fois par an. Dans d'autres encore, il connaît des choses sur la fin des temps, sur la chute des empires, sur le retour d'une royauté disparue, sur l'ouverture d'anciens tombeaux, sur des livres qu'on ne doit lire qu'à l'heure voulue. Là, nous quittons le terrain solide de l'histoire pour entrer dans celui du mythe. Mais ce serait une erreur de balayer ces récits d'un revers de main, car le mythe, surtout dans les sociétés de longue mémoire, ne naît pas de rien. Il déforme un noyau. Il dramatise une fonction réelle. Il prend un mécanisme discret et le transforme en personnage. Alors peut-être que l'homme retenu dans la montagne n'est que la version populaire d'une réalité plus complexe. Athos maintiendrait, siècle après siècle, une présence humaine vouée à conserver quelque chose que le monde extérieur ne sait ni recevoir ni protéger. Et voici l'aspect le plus troublant de tous. Plusieurs traditions chrétiennes orientales, parfois très éloignées les unes des autres, partagent l'idée qu'avant les grandes secousses de l'histoire, certains lieux cachés deviennent des refuges de continuité, non pas pour des foules, mais pour des noyaux, des hommes, des textes, des rites, des objets, des savoirs de survie intérieure. Pas une arche au sens romantique, une réserve, une poche de temps intacte. Athos correspond parfaitement à ce modèle. Pendant que les capitales changent, que les armées passent, que les frontières sont redessinées, la montagne poursuit ses offices à la bougie, copie, restaure, enterre ses morts, relève ses murs et recommence. Vous voyez le problème? Un lieu pareil ne sert pas seulement à préserver le passé, il peut servir à attendre. Attendre quoi? Voilà la question qui fend tout le mystère comme une lame. Attendre le moment où ce qui a été retiré devra revenir. Attendre l'heure où le secret ne devra plus être gardé, mais remis. Attendre une crise assez grande pour justifier la sortie de celui qu'on avait dissimulé. Et si cette attente a réellement existé, alors toute l'histoire d'Athos prend une couleur différente. Les cellules reculées ne sont plus seulement des lieux de pénitence. Elles deviennent des chambres d'hibernation historiques. Les moines ne sont plus seulement des priants. Ils deviennent les gardiens d'un relais. Chaque génération reçoit quelque chose sans le posséder vraiment. Elle le transmet à la suivante. Elle meurt. La suivante continue. Et la montagne, elle, ne parle pas.
C'est pour cela que certaines visites à Athos laissent un goût si étrange, presque métallique, dans l'esprit de ceux qui ont su regarder au-delà des fresques et des chants. Ils n'ont rien vu de décisif, rien qu'ils puissent raconter comme une preuve. Et pourtant, ils repartent avec la sensation d'avoir frôlé un mécanisme ancien qui fonctionne encore. Comme ces machines enfouies sous les cathédrales qu'on n'entend presque plus, mais qui battent toujours. Alors, qui les moines d'Athos retiennent-ils dans la montagne depuis 1000 ans? Peut-être un homme, peut-être plusieurs, peut-être une lignée, peut-être une fonction, peut-être la mémoire vivante d'un texte, d'un nom, d'un événement que l'histoire officielle n'a pas su absorber sans danger. Peut-être même quelque chose d'encore plus simple et plus redoutable, la preuve qu'il existe, au cœur de notre monde saturé de lumière, des vérités qu'on ne protège qu'en les laissant respirer dans l'ombre. Et ce n'est encore que le bord du problème. Parce qu'en approchant de certains monastères, en lisant certains témoignages, trop vite classés comme folklore, et en regardant de près ce que les moines disent des grottes interdites, des ermitages perdus et de ceux qu'il ne faut pas déranger, on découvre autre chose. Quelque chose qui ne concerne plus seulement un gardé, mais une frontière entre l'homme ordinaire et ce que la montagne fabrique quand elle travaille une âme pendant des décennies. Et c'est peut-être là, justement, que commence la vraie peur. La peur commence toujours au même endroit, là où le sacré cesse d'être réconfortant. Car tant que la montagne ne vous offre que du silence, des cloches, de l'encens et des murs blanchis par le soleil, tout va bien. Vous pouvez encore croire que vous êtes dans un monde austère mais compréhensible. Un monde rude, oui, mais noble. Un monde où des hommes prient, vieillissent, meurent et laissent derrière eux des cellules froides, des sandales usées, quelques livres et une odeur de cire. Mais quand vous commencez à entendre parler de ceux qu'il ne faut pas déranger, des grottes où l'on monte en baissant les yeux, des ermites qu'on sert sans jamais les annoncer, quelque chose se déplace. La montagne n'est plus seulement un refuge, elle devient une fabrique. Et cette fabrique, depuis 1000 ans, semble produire une forme d'être humain que le monde ordinaire ne sait plus reconnaître. C'est peut-être là le secret le plus gênant d'Athos. Pas un prisonnier célèbre, pas un prince oublié, pas même un manuscrit explosif caché derrière un mur. Le vrai trouble, c'est l'idée que les moines aient pu préserver sur cette montagne un type d'homme disparu ailleurs, un homme lent, vidé de lui-même, traversé par une discipline si absolue qu'il devient presque illisible pour nous. Quelqu'un qui n'appartient plus au théâtre social. Quelqu'un que l'histoire, dans sa version moderne, n'a plus de cases pour contenir. Et si ce type d'homme existe encore, alors oui, on peut dire qu'il est retenu. Non par cruauté, par nécessité. Parce que l'exposer au monde, ce serait le détruire. Ou pire, le transformer en spectacle. Sur Athos, beaucoup de choses n'ont de sens qu'à condition de ne pas être montrées. La prière intérieure, par exemple, ne supporte pas les témoins. L'ascèse radicale non plus. Les grands anciens de la tradition orthodoxe l'avaient compris très tôt. Dès qu'un ascète devient une curiosité, sa vocation est menacée. Dès qu'on parle trop de lui, il risque d'être dévoré par ce qu'il fuyait précisément, la renommée, l'autorité, l'image. C'est pour cela que tant de moines ont fui non le désert, mais leur propre réputation. On venait les consulter, les admirer, les interroger, et ils partaient plus loin. Une grotte après une cellule, une falaise après une grotte, une corniche après une falaise. Ce mouvement ne relève pas du folklore. Il traverse toute l'histoire du monachisme oriental. Le vrai solitaire fuit même ceux qui l'aiment. Or, Athos est sans doute l'un des derniers endroits en Europe où cette logique n'a jamais complètement disparu.
regardez la structure même de la montagne. Les grands monastères du littoral sont visibles, presque solennels, avec leurs tours, leurs chapelles, leurs entrepôts, leurs bibliothèques. C'est la façade nécessaire. C'est ce que l'histoire peut enregistrer. Mais plus vous vous enfoncez, plus vous montez, plus l'échelle change. Le commun des moines laisse place aux ermitages. Les ermitages laissent place aux cellules isolées. Les cellules elles-mêmes, parfois, s'effacent devant des formes de vie presque minérales. Une cabane, une anfractuosité, une plateforme de pierre, un filet d'eau, une icône fumée, une lampe et un homme. Rien d'autre. À partir de là, Athos cesse d'être un territoire. Il devient un tri. Tout le monde peut admirer un monastère depuis la mer. Très peu peuvent vivre dans une cellule. Presque personne ne tient dans une grotte. Et au bout de cette logique, il y a peut-être ceux dont les rumeurs parlent, les retenus, les gardés, les hommes d'en haut, ceux qu'on nourrit sans les faire descendre, ceux qui apparaissent parfois comme des ombres sèches derrière une porte basse, puis disparaissent de nouveau dans la pierre. Ce qui frappe, dans les témoignages les plus crédibles, c'est qu'on n'y trouve jamais de sensationnalisme grossier. Personne ne raconte une scène de film. Personne n'affirme avoir découvert une prison secrète en poussant une dalle. Ce n'est jamais comme cela que les vieux secrets se trahissent. Ils se trahissent par la gêne, par la retenue, par la façon dont un moine très paisible vous répond soudain trop vite, ou au contraire, ne répond plus du tout, lorsqu'on mentionne une zone de la montagne, un ermitage précis, ou certains anciens connus seulement de quelques frères. Cette gêne a une texture très particulière. Elle n'est pas celle du mensonge. Elle est celle d'une frontière. Comme si la question ne devait pas être posée parce qu'elle oblige à faire passer dans les mots quelque chose qui vit mieux sans eux. Imaginez la scène. Un visiteur demande « Qui habite plus haut, vers la falaise ?» Le moine répond « Des pères. » Question banale, réponse banale. Mais le mot compte. Pas des gens, pas un vieil ermite, pas personne. Des pères. C'est à la fois vague et précis. Cela dit assez pour stopper l'insistance. Cela signifie, ce ne sont pas des fantômes, mais ce ne sont pas non plus des hommes accessibles au régime ordinaire de la conversation. Et c'est ainsi qu'Athos protège ses zones les plus profondes. Pas avec des gardes, avec un langage qui ferme doucement. Pour comprendre ce que cela peut recouvrir, il faut parler d'une notion ancienne qui fait frissonner même quand on la lit aujourd'hui. L'invisibilité volontaire. Dans la tradition des pères du désert et de leurs héritiers byzantins, certains hommes cherchaient non seulement à se retirer, mais à devenir inconnus. Être caché aux hommes devenait un exercice spirituel, non par misanthropie, mais pour échapper à l'emprise du regard d'autrui. On pourrait croire qu'il s'agit là d'une simple humilité. C'est plus radical. Il s'agit de retirer son existence du circuit social pour qu'elle ne soit plus façonnée par l'attente des autres. Dit comme cela, on dirait presque un concept philosophique moderne. Mais sur Athos, ce principe a pris corps. Et quand un principe spirituel prend corps dans une géographie favorable, il produit des réalités très concrètes. Des vies entières peuvent disparaître de la surface visible tout en continuant, quelque part, sous protection, non effacée, délibérément soustraite. À ce moment-là, la question initiale revient avec une force nouvelle. Qui les moines retiennent-ils dans la montagne depuis 1000 ans ? Peut-être justement ceux qui ont choisi cette invisibilité. Oui, choisi. Le mot dérange, parce qu'il casse l'image du captif. Mais plus on avance, plus cette hypothèse devient solide. Le retenu d'Athos n'est peut-être pas celui qu'on empêche de fuir. C'est peut-être celui qu'on aide à ne jamais revenir. Celui qui, une fois passé de l'autre côté d'une certaine porte intérieure, ne veut plus être retrouvé par le siècle.
Les frères l'approvisionnent, le protègent, filtrent les curieux, réparent le sentier, disent peu et maintiennent autour de lui une ceinture de silence. Dans ce cas, tout change encore, car les moines ne seraient plus les geôliers d'un secret humain. Ils en seraient les accoucheurs et les gardiens. La montagne prend alors un sens presque biologique. Elle reçoit des hommes encore marqués par le monde. Elle les travaille lentement. Elle les dépouille, les simplifie, les resserre, les vide. La plupart restent dans la vie commune. Quelques-uns descendent plus profondément dans l'ascèse, et un nombre infime, presque impossible à mesurer, passe peut-être dans un état limite où l'existence ordinaire ne tient plus. Ces hommes-là deviennent à la fois précieux et problématiques. Précieux, parce qu'ils incarnent une possibilité spirituelle extrême. Problématique, parce qu'on ne peut pas les gérer comme le reste. Il faut alors inventer une manière de les garder sans les administrer. Et Athos sait faire cela mieux que n'importe quel autre lieu. La raison n'est pas seulement religieuse, elle est presque logistique. Une vie radicale demande peu, mais exige une stabilité absolue. Un peu de pain, de l'eau, de l'huile, un vêtement grossier, parfois quelques livres, parfois même pas. Il faut qu'un novice monte, il faut qu'un ancien sache, il faut qu'un responsable décide qui peut approcher et qui ne doit pas savoir. Rien de tout cela n'est spectaculaire. Justement, c'est ainsi qu'une continuité peut durer des siècles, par des gestes infimes, répétés sans drame. L'histoire adore les batailles, les couronnements, les chutes de villes. Elle voit mal les petites fidélités. Mais ce sont les petites fidélités qui conservent les grands secrets. On comprend mieux, alors, pourquoi certaines traditions atonites parlent moins d'objets cachés que d'obédience discrète. Un frère reçoit une tâche, il la garde. À sa mort, il la transmet. Le suivant ne possède pas le secret comme une propriété. Il sert simplement une fonction. Il sait où porter le sac de farine. Il sait quelle porte ne pas ouvrir avec un étranger. Il sait quel nom ne pas prononcer à table. Il sait qu'à certaines fêtes, une portion de nourriture est mise de côté. Il sait qu'il ne faut pas demander davantage. C'est cela qui donne au mystère sa couleur la plus troublante, sa banalité intérieure. Les plus grands secrets ne survivent pas grâce à des cérémonies dramatiques. Ils survivent parce qu'ils deviennent une habitude. Et sur une montagne qui vit au rythme des offices, des saisons, des récoltes, des incendies réparés, des toits refaits, des morts enterrés à la pelle, une habitude peut traverser les siècles avec une facilité presque effrayante. Le monde extérieur change de langue, de drapeau, de religion dominante, de technologie, de guerre. Là-haut, on continue à monter le pain à tel endroit. Vous sentez à quel point cette idée est puissante. Elle signifie qu'une présence cachée n'a pas besoin d'être sans cesse justifiée. Elle a seulement besoin d'être intégrée. Or, certaines coutumes étranges d'Athos semblent précisément relever de cette logique d'intégration du non-dit. Il existe des lieux où l'on ne passe pas sans bénédiction. Il existe des cellules dont le statut est flou, ni vraiment abandonné, ni vraiment occupé. Il existe des ermitages qui apparaissent sur de vieux relevés, mais dont les usages réels, à certaines périodes, restent opaques. Il existe surtout une hiérarchie subtile entre ce qu'un moine sait et ce qu'il porte. Et souvent, dans les traditions anciennes, on porte sans commenter. On transmet sans interpréter. On obéit à une chaîne plus vieille que soi. À partir de là, une autre hypothèse surgit, plus inquiétante encore. Et si celui qu'on garde n'était pas seulement quelqu'un qui prie, mais quelqu'un qui attend? Attendre, sur Athos, n'a rien d'un vide. Attendre fait partie de la respiration même du lieu.
On attend l'office de nuit. On attend la transfiguration intérieure. On attend la mort comme une rencontre préparée longtemps. On attend parfois, dans une perspective plus vaste, des événements que le monde profane ne perçoit pas encore. La conscience orthodoxe traditionnelle vit avec l'idée que l'histoire visible n'épuise pas la réalité. Il existe des temps cachés, des maturations invisibles, des dévoilements retardés. Dans ce cadre, conserver un homme ou une lignée d'hommes pour un moment qui n'est pas encore venu devient moins absurde qu'il n'y paraît. Athos pourrait être non seulement un lieu de préservation, mais un lieu de délai, un lieu où l'on garde en réserve ce qui ne doit pas encore sortir. Quoi exactement? Un enseignement trop mal compris, la mémoire d'une transmission, un nom dynastique, un témoin, ou, hypothèse plus redoutable, un mode d'existence spirituelle dont le simple retour au grand jour bouleverserait l'équilibre de tout ce que nous croyons connaître du christianisme européen. Car ne l'oublions pas, pendant que l'Occident construisait ses universités, ses tribunaux, sa théologie de plus en plus conceptuelle, Athos continuait à défendre, parfois contre l'incompréhension, une autre manière de connaître. Pas seulement par raisonnement, mais par purification. Pas seulement par lecture, mais par transfiguration intérieure. Les grandes querelles autour de l'hesychasme au XIVe siècle l'ont montré avec éclat. Pour les moines de la montagne, certaines vérités ne s'apprennent pas comme un cours, elles se deviennent. Et cela, pour des esprits modernes, est presque insupportable. Pourquoi? Parce qu'un savoir qui se devient échappe à la vérification ordinaire. Il ne peut pas être distribué comme un texte ou numérisé comme un manuscrit. Il doit être incarné, porté, gardé dans des vies. Et si Athos protège réellement un tel savoir, alors il est logique qu'il le confie non à une bibliothèque seule, mais à des êtres humains façonnés pour le contenir sans le trahir. Vous voyez à quoi ressemble soudain la montagne? À un coffre vivant, pas seulement un lieu où l'on range, un lieu où l'on forme ce qui sera rangé dans le silence. C'est là que reviennent, insistantes, les histoires de grottes. Elles sont partout dans l'imaginaire d'Athos. Certaines sont historiques, liées à des saints connus, à des retraites attestées, à des lieux de prière vénérés. D'autres dérivent vers le chuchotement. On les indique vaguement du menton. On dit qu'un ancien y a vécu, puis un autre, puis plus personne, officiellement. On ajoute que la lampe y brûlait encore il n'y a pas si longtemps. On mentionne un sentier effondré, un rocher dangereux, une falaise. Et chaque fois, la montagne semble vous dire la même chose. Ce qui se passe là n'a pas besoin de vous. Cette exclusion irrite certains visiteurs. Elle aimante les autres. Car plus un lieu résiste au regard, plus le regard s'acharne. C'est humain. Mais le piège d'Athos est justement là. La montagne sait transformer votre curiosité en impuissance. Vous voulez voir? Il faudra marcher. Vous marchez? Il faudra être guidé. Vous êtes guidé? Il faudra mériter davantage. Et même là, on ne vous montrera peut-être rien, parce que rien n'est à montrer. Il n'y a qu'une discipline, une présence, une ligne de garde, et l'intuition qu'en continuant encore, vous dérangeriez quelque chose qui ne vous concerne pas. Peut-être est-ce pour cela que les récits les plus convaincants viennent rarement des chercheurs, mais de ceux qui n'étaient pas venus enquêter. Un maçon chargé d'un mur, un marin surpris par une lumière, un novice envoyé porter une charge, un pèlerin qui s'est égaré. Ces gens-là n'essaient pas de résoudre le mystère, ils tombent seulement sur l'un de ses bords, et ce qu'ils rapportent n'est pas une révélation. C'est une déformation de l'air, comme autour d'une zone chaude. Ils sentent qu'il y a plus, toujours plus. Et ce plus ne concerne pas forcément une personne unique.
il peut concerner un seuil, car il existe sur Athos une idée terrible et magnifique à la fois. Au bout de certaines fidélités, l'homme change de nature apparente, pas biologiquement bien sûr, mais dans sa manière d'habiter le réel, oui. Les grands ascètes de la tradition orientale sont décrits comme devenus autres, tout en restant humains. Plus simples, mais plus tranchants. Plus fragiles physiquement, mais plus difficiles à ébranler. Plus pauvres en besoin, mais plus lourds d'une présence que beaucoup ne supportent pas. Et c'est peut-être cela que les moines gardent depuis 1000 ans, non pas un secret sur Dieu, mais un certain effet de Dieu sur l'homme, un effet trop radical pour être exposé comme une relique, un effet qu'il faut entourer de silence, de distance, de discrétion, presque comme on entoure un feu rare, pour qu'il ne soit ni soufflé, ni volé. Alors les rumeurs prennent soudain un autre sens. Les hommes que l'on nourrit là-haut, les présences retirées, les vieux qu'on ne dérange pas, les cellules qu'on répare sans les ouvrir aux visiteurs. Tout cela ne parle peut-être pas d'un détenu au sens matériel. Cela parle d'un laboratoire ancien, terrible, patient. La montagne travaillerait l'être humain jusqu'à faire apparaître un état que le monde profane ne sait plus accueillir sans le profaner. Et pourtant, même cette explication ne suffit pas tout à fait, parce qu'il reste une anomalie. Si Athos ne gardait que des ascètes extrêmes, pourquoi tant d'histoires croisent-elles aussi les thèmes de la transmission, du nom caché, des manuscrits singuliers, des visiteurs de haut rang, des avertissements donnés à demi-mot? Pourquoi cette insistance à faire se toucher la sainteté radicale et le secret historique? Pourquoi la sensation persistante qu'au sommet de certains silences, quelqu'un sait quelque chose qui ne concerne pas seulement son salut personnel, mais aussi l'avenir du monde chrétien? C'est ici que le mystère se referme comme une mâchoire, car il devient possible que les deux dimensions ne soient pas séparées. Peut-être que celui qu'on garde doit être à la fois purifié et informé, à la fois caché et préparé, à la fois témoin et ascète. Autrement dit, peut-être que la montagne ne se contente pas de protéger un saint, ni de dissimuler un héritier, ni de conserver un lecteur de manuscrits. Peut-être qu'elle forme, à très bas bruit, une figure plus rare encore. Un homme suffisamment vidé du monde pour qu'on puisse lui confier ce que le monde ne doit pas toucher, et suffisamment lucide pour le transmettre le jour où ce sera nécessaire. Si c'est vrai, alors Athos n'est pas seulement un monastère géant. C'est une machine de sélection, une machine lente, presque immobile, fonctionnant à la prière, à l'obéissance, au silence et à la pierre. Et dans une telle machine, il est parfaitement possible qu'un homme ne soit pas seulement retenu, il est gardé jusqu'à maturité, comme un fruit trop grave pour être cueilli trop tôt. Voilà pourquoi les moines répondent si peu. Voilà pourquoi la montagne montre si peu. Voilà pourquoi les légendes semblent toutes tourner autour d'un centre qu'aucune n'atteint. Parce que si ce centre existe, il ne s'agit pas simplement d'une cachette. Il s'agit d'une préparation. Et la question n'est plus seulement « qui est dans la montagne ?» La question devient « pour quel jour a-t-il été gardé ?» Pour le jour où la montagne devrait rendre ce qu'elle a gardé. C'est la réponse la plus simple, et c'est aussi la plus inquiétante. Parce qu'un secret enfermé pour toujours finit par ressembler à un tombeau, tandis qu'un secret conservé pour une heure précise ressemble à une arme ou à un remède. Tout dépend du regard de celui qui le tient. Et sur Athos, depuis des siècles, on a l'impression que l'on ne veille pas sur des ruines. On veille sur une possibilité. Regardez l'histoire de cette montagne. Elle a traversé l'Empire byzantin, la chute de Constantinople, la domination ottomane, les conflits balkaniques, les occupations, les incendies,
les crises économiques, les pressions du siècle moderne. Des royaumes se sont brisés, des langues ont changé de hiérarchie, des bibliothèques entières ont disparu ailleurs, et pourtant, Athos a continué. Lentement, obstinément. Ce détail compte plus que tout le reste. Un lieu qui dure autant apprend à penser non en années, mais en générations. Il n'agit pas pour la rumeur du moment. Il garde pour des temps qui dépassent la vie d'un homme. Voilà pourquoi la montagne dérange autant notre imagination moderne. Nous vivons dans l'instant, dans la publication immédiate, dans la preuve visible, dans la réaction rapide. Athos, lui, vit dans la retenue, dans l'ajournement, dans le refus de livrer trop tôt ce qui perdrait sa nature au contact du vacarme. À force d'exister ainsi, la montagne finit par sembler moins humaine qu'un peu minérale. Elle ne discute pas avec le siècle, elle l'use. Et si elle a réellement gardé quelqu'un, ou quelque chose à travers quelqu'un, alors elle l'a fait selon cette logique-là. Attendre que le monde redevienne capable de recevoir. Mais capable de recevoir quoi? C'est ici que toutes les pistes se resserrent. Peut-être une vérité historique, peut-être un nom, peut-être un texte, peut-être un avertissement, ou peut-être, et c'est l'hypothèse la plus profonde, la preuve qu'il existe encore un type d'homme que notre civilisation croyait disparu. Un homme qui n'est ni un chef, ni un savant, ni un prophète médiatique, ni un saint de vitrail. Un homme devenu si sobre, si décanté, si dégagé du bruit intérieur, qu'il porte en lui une mémoire plus fidèle que n'importe quelle archive. Un homme assez vide de lui-même pour qu'on puisse lui confier quelque chose que l'ego détruirait aussitôt. Et c'est peut-être cela, au fond, que les moines d'Athos retiennent dans la montagne depuis 1000 ans. Non une personne précise, mais une capacité humaine rarissime. Une chambre intérieure qui n'a pas été colonisée par le monde. Cette idée paraît abstraite jusqu'au moment où l'on comprend comment la Sainte Montagne fonctionne réellement. Tout, là-bas, travaille contre la dispersion. Le temps liturgique casse l'empire de l'urgence. Le jeûne casse l'illusion que tout désir mérite satisfaction. Le silence casse l'obsession de commenter. L'obéissance casse la mise en scène de soi. L'isolement casse la dépendance au regard des autres. La répétition des prières casse la tyrannie de la nouveauté. Et la montagne elle-même, avec ses pentes, ses brouillards, ses sentiers perdus et ses cellules accrochées au vide, casse le fantasme moderne selon lequel l'homme a droit à un accès facile à tout. À force de casser, Athos fabrique. Il fabrique une intériorité difficile à imaginer depuis nos vies pleines de lumière artificielle, d'opinions instantanées, de distractions qui se glissent partout. Et dans cette intériorité, certaines choses peuvent survivre sans être écrites, sans être exposées, sans être mises au vote du monde. C'est pour cela que les histoires autour d'Athos reviennent toujours vers les mêmes images. La lampe qui brûle derrière une fenêtre impossible, le vieillard qu'on aperçoit une seule fois, le frère chargé de vivre qui ne dit rien, le manuscrit qu'on sait exister sans pouvoir le consulter, la grotte qu'on désigne vaguement, puis qu'on cesse d'évoquer. À chaque fois, la montagne murmure la même vérité. Il y a là-haut une zone où la curiosité ordinaire n'a pas de droit. Et peut-être est-ce la chose la plus étrangère à notre époque. Nous avons fini par croire que l'accès est une vertu absolue. Voir, savoir, entrer, documenter, archiver, diffuser. Or, Athos dit l'inverse. Il affirme, par sa seule manière d'exister, que certaines réalités ne peuvent être approchées qu'au prix d'une transformation de celui qui les approche. Sans cette transformation, la connaissance n'est pas seulement incomplète, elle devient profanation. Si bien qu'à la fin, la question change une dernière fois. Ce n'est plus seulement « qui est retenu dans la montagne ?» c'est
qui serait capable de rencontrer ce qui y est retenu sans le détruire? Et là, le vertige devient total, car la réponse est probablement presque personne. Un touriste chercherait une anecdote, un journaliste voudrait un scoop, un historien exigerait des preuves, un puissant voudrait s'approprier l'objet du secret, même un croyant sincère risquerait d'y projeter ses attentes. Alors les moines gardent. Ils gardent contre la curiosité, mais aussi contre la dévotion mal orientée, contre le désir de posséder le mystère, contre l'avidité subtile de ceux qui veulent toucher le sacré pour se sentir plus importants. Ils gardent parce que certaines choses meurent non sous les coups, mais sous les projecteurs. Voilà pourquoi tant de récits atonites semblent frustrants. Ils n'aboutissent jamais à une révélation nette. Ils tournent autour d'un centre qui se dérobe. Ils suggèrent plus qu'ils n'affirment. Beaucoup y voient une faiblesse. En réalité, c'est peut-être la forme la plus honnête possible. Car si la montagne conserve vraiment une présence hors norme, toute phrase trop nette serait déjà une trahison. Il existe d'ailleurs une autre possibilité, plus sombre encore. Et si le secret d'Athos n'était pas seulement que quelqu'un ait gardé, mais que quelqu'un garde en retour? Cette inversion paraît minime, elle est immense. Peut-être que les moines protègent un ancien, un dépositaire, un témoin, oui. Mais peut-être que cet homme, en retour, protège la montagne d'un autre péril. Non pas un péril militaire ou politique, quelque chose de plus profond, l'oubli de sa vocation. Dans tous les grands lieux spirituels, un danger guette tôt ou tard. Les murs restent, les offices continuent, les visiteurs viennent, les dons arrivent, les archives s'accumulent. Et pourtant, le feu intérieur baisse. On garde la forme, on perd le centre. C'est le destin de presque toutes les institutions humaines. Presque. Sauf si, quelque part, à l'abri des regards, demeure une présence assez réelle pour empêcher la forme de se vider complètement. Une présence qui ne gouverne pas, ne signe pas de décret, ne se montre pas à la tribune, mais dont l'existence seule maintient la justesse du lieu. Comme une braise qu'on n'expose jamais, mais autour de laquelle tout l'âtre continue à recevoir sa chaleur. Si tel est le cas, alors le garder n'est pas le dernier maillon d'un secret. Il en est le cœur battant, la preuve silencieuse que la montagne n'est pas devenue un musée. Et tout ce qui semblait secondaire prend soudain une autre couleur. Les refus, les silences, les chemins interdits, les cellules vaguement abandonnées, les courses discrètes, les regards de certains anciens quand on pose la mauvaise question au mauvais moment. Ce ne sont plus les traces d'une conspiration au sens banal. Ce sont les gestes de protection d'un centre vivant. Mais vivant pourquoi? On revient encore à ce mot. Pour un jour. Pas nécessairement un jour apocalyptique au sens spectaculaire, avec des trompettes, des flammes et des cieux ouverts comme dans une fresque byzantine. Peut-être un jour historique, une crise, une rupture, une famine spirituelle assez profonde pour que le monde cherche de nouveau ce qu'il avait méprisé. Peut-être un temps où les archives ne suffiront plus, où les discours se seront épuisés, où les institutions elles-mêmes demanderont à quelqu'un non des analyses, mais une voix qui ait vraiment traversé le désert intérieur. Imaginez ce moment. Les bibliothèques sont pleines, mais personne ne sait plus lire avec justesse. Les églises sont debout, mais la parole y résonne creux. Les hommes disposent de tous les textes, de toutes les images, de toutes les doctrines, et pourtant, une misère subtile leur ronge l'âme. Alors il faudrait autre chose qu'un expert. Il faudrait un survivant, quelqu'un qui n'aurait pas seulement conservé des mots, mais une qualité d'être, quelqu'un qui saurait rappeler, par sa simple présence, que le centre de la vie humaine
n'a jamais été là où nous l'avons cherché. Dans cette perspective, Athos n'abriterait pas un prisonnier, ni même un initié, mais une réserve de réalité. Et les moines, depuis 1000 ans, ne feraient rien d'autre que de veiller pour que cette réserve ne soit pas entamée avant l'heure. C'est une idée immense, presque insupportable, parce qu'elle nous place dans la position la plus inconfortable qui soit, celle du monde extérieur qui n'est peut-être pas prêt. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tant de gens repartent d'Athos avec une émotion étrange, même sans rien voir d'extraordinaire, même sans recevoir de confidence, même sans monter jusqu'aux ermitages les plus reculés. Ils sentent qu'ils ont traversé un espace qui ne leur appartenait pas, un espace qui ne les rejetait pas, mais qui ne se donnait pas non plus, comme si la montagne leur avait accordé une hospitalité réelle, tout en gardant fermée la pièce la plus intérieure de la maison. Il faut dire un mot d'un autre détail, souvent évoqué sans qu'on en mesure toute la portée. Sur Athos, la séparation n'est pas une exception, c'est une loi de structure. Lavaton, la clôture masculine, les zones retirées, la hiérarchie des accès, tout cela ne constitue pas seulement une vieille coutume. C'est une manière de protéger une intensité. On peut discuter ce système, le juger dur, archaïque, radical, mais on ne peut pas nier sa logique interne. La montagne sait qu'un lieu se défait quand il cesse de filtrer. Et cela vaut pour les personnes comme pour les espaces. Si quelqu'un y est gardé depuis des siècles, ce n'est pas malgré cette logique, c'est grâce à elle. Plus on y pense, plus une image s'impose. Celle d'un monastère caché à l'intérieur du monastère, d'une montagne plus intérieure encore que la montagne visible. Un Athos au cœur d'Athos. Non pas un lieu de pierre secrète qu'on trouverait sur une carte, mais une strate de réalité accessible seulement à ceux qui sont devenus capables d'y vivre. Là se trouveraient les hommes les plus retirés, les plus nécessaires aussi, non parce qu'ils commandent, mais parce qu'ils tiennent. Ils tiennent le fil, ils empêchent la rupture, ils gardent l'axe pendant que le reste du monde tourne de plus en plus vite autour de son propre vide. À partir de là, le titre même de notre question devient presque trompeur. Qui les moines d'Athos retiennent-ils dans la montagne depuis 1000 ans? La formule suppose qu'il y a d'un côté des gardiens, de l'autre, un retenu. Mais peut-être que cette séparation n'existe pas vraiment. Peut-être que toute la montagne est devenue le corps d'une seule fidélité. Les moines visibles gardent les invisibles gardent le cœur du lieu. Et le lieu, lui, garde ouverte dans le monde une possibilité que le monde ne mérite pas toujours, mais dont il aura peut-être besoin un jour, plus que de tout le reste. Voilà le secret qui me paraît le plus crédible et le plus redoutable. Non pas un nom propre, non pas un monstre, non pas un trésor de roman, mais une chaîne humaine de veille, une lignée de dépositaires, parfois saints, parfois simplement fidèles, à qui l'on confie ce qui ne doit pas mourir. Une mémoire non écrite tout entière, un feu bas, une présence, une réponse tenue à distance jusqu'à l'heure exacte. Et si c'est vrai, alors le mont Athos nous renvoie un miroir brutal. Nous passons nos vies à accumuler, montrer, commenter, exhiber, accélérer. Eux ont peut-être compris qu'il existe des réalités qui ne se conservent qu'en disparaissant. Des vérités qui restent vraies uniquement tant qu'elles ne deviennent pas un produit. Des hommes qui ne peuvent accomplir leurs tâches qu'à condition d'être oubliés. C'est presque insoutenable pour notre époque, parce que cela signifie que la valeur la plus haute n'est pas forcément visible. Elle peut vivre hors champ, dans une cellule sans nom, dans une grotte balayée par le vent, dans la respiration d'un vieillard que presque personne ne rencontrera jamais. Et pendant que nous cherchons partout des signes éclatants, le plus important se joue peut-être là, à voix basse, depuis 1000 ans,
dans une montagne qui préfère le silence à la preuve. Alors, qui les moines d'Athos retiennent-ils? Peut-être le dernier homme libre de notre monde. Libre non parce qu'il fait ce qu'il veut, mais parce qu'il n'obéit plus à ce qui nous gouverne tous. La peur d'être oublié, le besoin d'être vu, la faim d'exister dans le regard d'autrui. Un homme comme cela, s'il existe encore, serait plus difficile à comprendre que n'importe quelle relique ou n'importe quel manuscrit perdu. Il serait la critique vivante de tout ce que nous appelons progrès. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on le laisse dans la montagne, non pour le priver du monde, mais pour protéger le monde du choc que provoquerait sa simple apparition. Ou peut-être, plus simplement, pour protéger sa lumière fragile de notre vieille habitude de tout salir en touchant. La vérité, c'est que nous ne saurons probablement jamais tout. Athos ne fonctionne pas comme une enquête policière avec une dernière porte qu'on enfonce et un secret qu'on brandit triomphalement à la fin. La montagne ne se résout pas. Elle se contourne, elle se respecte, elle se presse. On peut rassembler les indices, lire les traditions, écouter les récits, suivre les plis de l'histoire, sentir les coutures du silence. On peut approcher très près, mais il restera toujours un pas qui n'appartient pas aux visiteurs. Et peut-être est-ce mieux ainsi, parce que certains mystères ne sont pas faits pour être dissous. Ils sont faits pour nous rappeler qu'il existe encore des lieux qui échappent, des lieux où tout n'a pas été arraché, vendu, mesuré, exploité, des lieux où l'homme n'est pas entièrement livré au monde, des lieux où quelque chose ou quelqu'un peut encore être gardé non par peur, mais par fidélité. Et si, un jour, la montagne rend vraiment ce qu'elle a gardé, alors ce ne sera pas par accident. Ce sera parce que l'heure sera venue. Jusque-là, le mont Athos restera ce qu'il est depuis si longtemps. Non pas seulement un sanctuaire, mais une question dressée dans la mer. Une question noire, abrupte, silencieuse. Une question qui regarde l'humanité et lui demande, sans un mot, « Es-tu vraiment prête à voir ce que tu as perdu ?» Merci d'avoir voyagé jusqu'ici avec moi. Prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert, et surtout, ne cessez jamais d'écouter les lieux qui se taisent. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inexpliqué.